Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. 11 novembre 1918, 11 novembre 2014. La France commémore ce mardi le 96e anniversaire de l'armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale à l'occasion de se souvenir des soldats africains qui ont participé activement à ce conflit. À partir du 10 novembre jusqu'au 5 décembre 2014, toutes les manifestations publiques sont interdites à Dakar, la capitale sénégalaise. Le Parti démocratique sénégalais dénonce une violation des libertés publiques. Et puis, l'Égypte veut rassurer ses visiteurs. Et c'est dans cette optique qu'un programme de formation des conducteurs de bus touristiques vient d'être lancé dans le pays. Le point dans ce journal. Ils font partie de l'histoire militaire de la France. Eux, ce sont les tirailleurs africains. En 1857, le gouverneur de l'Afrique de l'Ouest française, Louis Faidherbe, mettait en place le premier bataillon de combattants. Plus de 300 000 Africains ont ainsi combattu aux côtés de la France pendant les deux grandes guerres. Le point avec Aminata Diak. La France commémore ce mardi 11 novembre 2014 le 96e anniversaire de l'armistice qui boucle le centenaire de la Première Guerre mondiale, une guerre à laquelle des combattants d'Afrique subsaharienne s'étaient engagés sous le drapeau de la France. Ils étaient près de 300 000 hommes recrutés principalement en Afrique de l'Ouest à prêter main forte aux soldats français actifs sur les champs de bataille. Entre la déclaration de guerre de 1914, c'est-à-dire en septembre 1914 et février 1917, l'Afrique occidentale française, l'AOF, avait à elle seule fourni plus de 130 000 personnes. Clemenceau avait chargé Diagne d'un recrutement supplémentaire. Diagne avait réussi en 10 mois à recruter plus de 60 000 personnes supplémentaires. Les combattants africains, dits tirailleurs sénégalais, ont joué un rôle capital durant la Grande Guerre. Cependant, l'écrivain camerounais déplore le manque de reconnaissance envers ces hommes qui ont combattu fidèlement auprès des troupes françaises. La reconnaissance est toujours assez diffuse. Bon, bien sûr, dans quelques textes, on trouve, oui, la participation des Africains, on loue, on félicite. Mais en réalité, elle est moins forte, moins évidente. Cet apport a été très important et on n'en parle pas beaucoup parce que, bien sûr, il y a eu des officiers, des soldats qui ont été décorés, qui ont eu des décorations, des citations à l'ordre et tout. Mais quand on regarde dans l'histoire aujourd'hui, c'est une reconnaissance qui est assez, à mon avis, assez superficielle. À la fin de la Première Guerre mondiale, environ 72 000 combattants africains avaient perdu la vie et nombreux sont revenus blessés ou invalides. Un engagement en faveur de la France, pas souvent récompensé, en tout cas pas à sa juste mesure. Toute manifestation est interdite à Dakar, au Sénégal, dès ce 10 novembre et jusqu'au 5 décembre prochain, en raison du 15e sommet de la francophonie qui s'y tiendra les 29 et 30 novembre. Mais pour le Parti démocratique sénégalais, il n'entend pas respecter cet accord. La formation politique a annoncé son intention de tenir un meeting le 21 novembre avec ou sans autorisation de l'autorité compétente. Reportage de Djibril Fofana, notre correspondant au Sénégal. À Dakar, la capitale du Sénégal, toutes les marches sont interdites à compter du lundi 10 novembre et jusqu'au 5 décembre 2014. Cette décision des autorités est fortement contestée au sein de la population. De nombreuses organisations de la société civile et de défense des droits de l'homme dénoncent une atteinte grave aux libertés publiques. Mais pour le gouverneur de la région de Dakar, cette décision est motivée par la volonté d'assurer un climat de sécurité et de quiétude à l'approche du prochain sommet de la francophonie. Ce n'est pas la première fois que nous assistons à l'interdiction des manifestations au Sénégal. D'autres mouvements citoyens ont voulu également manifester au Sénégal et toutes ces manifestations ont été interdites. Et c'est un recul pour nous, un recul sans précédent par rapport à ce qu'on offre aujourd'hui au reste du monde en disant que le Sénégal est une vitrine de la démocratie, que le Sénégal incarne également un modèle d'état de droit. Nous considérons qu'aujourd'hui, c'est un recul sans précédent par rapport à ces agissements qui ne se justifient pas. Au sein de la population, c'est également un sentiment d'incompréhension qui prévaut. Pour elle, dans un état de droit, sécurité et liberté ne sont pas antinomiques. C'est des batailles politiques.
mais on ne doit pas utiliser le droit, n'est-ce pas, pour en quelque sorte violer des libertés fondamentales. Un peu de sacrifice de liberté pour peu de sécurité, moi je suis contre. Nous voulons quand même une liberté et également en phase avec une sécurité. Liberté totale et sécurité totale, parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est un modèle de pays qui montre au moins un pays de démocratie avancé par rapport aux autres pays de l'Afrique. Manifestement, la principale cible de cette décision semble être le Parti démocratique sénégalais. Celui-ci prévoyait d'organiser un grand meeting le 21 novembre prochain. Mais le PDS compte braver cette interdiction. Les responsables ont appelé les militants à se mobiliser pour faire de cette manifestation du 21 novembre un succès. L'Union africaine au chevet du Burkina Faso, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz et président en exercice de l'institution était ce lundi à Ouagadougou où il a rencontré tous les protagonistes de la crise burkinabé. Une visite pour encourager les différentes parties à mettre en place une transition apaisée dans les plus brefs délais. Reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant sur place. La démission du président Blaise Compaoré et la prise du pouvoir par l'armée le 31 octobre 2014, l'Union africaine a menacé le Burkina Faso de sanctions si le pouvoir n'est pas transféré aux civils dans un délai de 2 semaines. Une position qu'a fustigé le nouvel homme fort du pays des hommes intègres, le lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida lors de son premier point de presse. Pour lui, sa préoccupation de l'heure est une transition solide qui durera 1 année. Pour nous, ce qui est important pour le Burkina Faso, c'est de parvenir à un consensus à partir duquel nous sommes sûrs d'aller au bout d'1 année sans problème et faire des élections dont les résultats seront acceptés par tous et nous allons entamer une nouvelle vie constitutionnelle dans la paix et vraiment dans la sérénité pour tous les Burkinabés. Bon, je suis au regret de dire ça parce que vous savez très bien que nous, ici, nous avons attendu l'Union africaine à des moments où véritablement ils auraient pu nous témoigner leur fraternité et leur amitié. Malheureusement, ils n'ont pas été à cette hauteur et je dois le dire, c'est regrettable. Mais comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, j'espère qu'ils vont revenir donc, à de meilleurs sentiments. Ils vont, pour une fois, pour une dernière fois, saisir la chance de témoigner au peuple burkinabé leur amitié et leur fraternité. Un appel entendu par cette instance africaine. En effet, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, président en exercice de l'Union africaine, a foulé le sol burkinabé. Accueilli par le chef de l'État burkinabé, le lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida, il dit être venu pour soutenir le peuple burkinabé dans sa quête vers une transition paisible. L'Union africaine n'est pas venue pour sanctionner le Burkina. Nous sommes venus pour participer à la solution. Et la solution viendra des Burkinabés. Donc l'Union africaine est là pour les accompagner. Ils ont déjà fait l'essentiel pour davantage de démocratie dans leur pays. Nous ne pouvons que les encourager, que les féliciter à continuer et à terminer le reste du travail dans la tranquillité, la sécurité et la paix sociale. Depuis près d'1 semaine, le pays peine à trouver cette personnalité consensuelle pour diriger la transition d'1 année. Mais notons aussi qu'après plusieurs tractations, opposition et société civile burkinabé ont validé dimanche la version finale de la charte de la transition, charte remise au chef de l'État. Mobilisation des hommes d'affaires africains dans la lutte contre le virus Ebola. Ils se sont engagés à réunir 28 millions de dollars en ce sens. Un engagement pris à l'institution africaine. C'était ce jeudi. Les hommes d'affaires se sont engagés à mobiliser ces fonds qui devront servir notamment à l'équipement du personnel médical. L'actualité économique à présent, le marché financier nigérian fait grise mine. En quelques mois, la capitalisation boursière du Nigeria Stock Exchange a baissé de près de 23%, une mauvaise performance qui traduit de la difficulté du marché financier nigérian à attirer les investisseurs étrangers. Un sujet de la rédaction. Baisse de 18,8 milliards de dollars de la capitalisation boursière du Nigeria depuis le second semestre 2014. Une mauvaise performance qui laisse transparaître les difficultés que le marché financier de la première économie du continent africain éprouve à attirer les investisseurs étrangers.
La chute de la capitalisation boursière à Lagos est contradictoire avec la situation économique du pays qui affiche des fondamentaux solides. Cependant, il convient de noter que la situation sécuritaire du pays, marquée notamment par les attaques de la secte islamique Boko Haram, a quelque peu brouillé l'image du pays auprès des investisseurs. La tenue prochaine des élections et la tension qui les entoure est de nature à accroître le risque pays. Enfin, la bourse de Lagos étant le marché financier d'un pays émergent, il est naturellement soumis aux aléas de fortes fluctuations de son indice de référence. C'est la nature du marché qui le veut. Avec moins 16,5% au 31 août 2014, le secteur bancaire est celui qui affiche le plus gros recul. Il est suivi de celui des biens de consommation qui a baissé de 16,1% pour la même période. Des désinvestissements à hauteur de 482,1 milliards de naira qui ont ainsi fait péricliter de 11% le NCE 30, l'indice des 30 entreprises les plus performantes du marché financier nigérian depuis le début de l'année. Le recul de la valorisation boursière des valeurs bancaires est la conséquence directe de l'application de la nouvelle réglementation portant notamment sur la revalorisation des ratios prudentiels et un meilleur encadrement de la gestion des fonds publics détenus dans les banques commerciales. Concernant la revalorisation des ratios prudentiels, il faut notamment relever une meilleure exigence en matière de fonds propres et une meilleure exigence en matière de ratio de liquidité. Depuis 2008, 46 introductions ont été effectuées sur la bourse au Nigeria, mais seules 7 d'entre elles affichaient une progression de la valeur de leurs actions en octobre dernier, les 39 autres étant dans le rouge. Au regard de ces résultats, se pose donc la question de la pertinence des nouvelles introductions sur le marché financier nigérian. Quoi qu'il en soit, les autorités du pays se disent résolues à inverser la tendance. Lancement d'un programme de formation des conducteurs de bus touristiques en Égypte, une initiative du ministère du Tourisme pour revoir à la baisse le nombre d'accidents de la circulation tout en rassurant les visiteurs. Il faut dire que le secteur touristique est l'un des piliers de l'économie égyptienne, bien qu'ayant été mis à mal par l'instabilité politique de ces dernières années. Birama Saonera. S'engage depuis plusieurs mois à promouvoir le tourisme. Pour mener à bien cette initiative, le gouvernement égyptien a pris une série de dispositions pour assurer la sécurité des touristes. Il s'agit notamment de la formation des conducteurs de bus et l'installation de systèmes GPS sur l'ensemble des cartes touristiques afin d'assurer un meilleur suivi et intervenir plus rapidement en cas de besoin. Il est important de doter chaque bus d'un dispositif GPS. Le système de surveillance GPS peut servir à surveiller les pilotes, la vitesse à laquelle ils conduisent, également les endroits où ils stationnent et où ils vont. Pour mener à bien cette initiative, le ministère a pris des mesures idoines afin que tous les bus fonctionnant avec une licence de tourisme installent impérativement le dispositif GPS dans les plus brefs délais. D'ici le 13 novembre, nous aurons entièrement équipé environ 1820 autobus d'appareils GPS. Il en reste encore environ 800 équipés d'ici le 13 novembre. Après cela, nous allons interdire tous les cas qui ne posséderont pas ces dispositifs. Les conducteurs et les entreprises pour lesquelles ils travaillent seront réprimandés parce que, comme je l'ai mentionné, nous allons révoquer la licence de véhicules touristiques et nous informerons les douanes et les services routiers pour qu'ils prennent les mesures nécessaires pour y faire face. En Égypte, le secteur touristique contribue à 11,3% du PIB du pays et rapporte 14,4% des recettes en devises. Durement touché par les événements qui ont secoué le pays depuis 2011, à travers ces nouvelles mesures de sécurité, les autorités souhaitent davantage attirer les touristes dans les stations balnéaires de la mer Rouge, dans les pyramides antiques, ainsi que les nombreux sites touristiques du pays. Ce journal était réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.